Bonjour et bienvenue dans Enquête criminelle, le podcast. Je suis Jean-Marie Goua. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un meurtre sauvage. Le 31 décembre 2016, Caroline Pierson, 47 ans, est retrouvée sans vie à son domicile après avoir reçu 16 coups de couteau. Mais alors, qui en voulait à cette femme qui appartenait à la communauté des sourds et malentendants ? Avec moi, vous entendrez les avocats et les journalistes qui ont travaillé sur ce dossier. Bonne écoute. À Saint-Quentin, dans les Hauts-de-France, ce 31 décembre 2016, à quelques heures du réveillon de la nouvelle année, un homme n'a pas le cœur à la fête. Jacques Pierson est sans nouvelles de sa fille, Caroline. Et cela l'inquiète. Alors, vu qu'il possède un double des clés de son appartement, il a décidé d'aller vérifier si tout va bien. Caroline ne communique plus avec ses parents depuis la veille au soir, à peu près 19h ou 19h30. C'est une personne qui avait l'habitude de tous les jours avoir des contacts avec ses parents, au moins par message. Le brusque silence de sa fille résonne aussitôt comme un signal d'alarme pour ce père dévoué. Et ce qu'il va découvrir en poussant la porte de l'appartement va confirmer son terrible pressentiment. Car dans le petit 2 pièces, le sang a coulé, beaucoup de sang. Il découvre une scène horrible, des traces de sang un peu partout dans le salon, à proximité du canapé. Et puis par la suite, il découvre à l'entrée de la salle de bain le corps sans vie de sa fille. Lorsqu'il voit la scène, il n'a même pas besoin d'approcher ni même de toucher sa fille pour savoir qu'il est trop tard pour lui prodiguer des soins. Instinctivement, il a compris qu'elle était morte déjà depuis longtemps. C'est un crime, effectivement, qui surprend par sa rage, par sa haine. 16 coups à l'arme blanche au visage, ça va au-delà de la volonté de tuer, finalement. On a l'impression que c'est une personne qui veut se venger, qui en veut personnellement à Caroline et qui voulait lui faire mal dans sa personne. Il y a un véritable acharnement qui semble démontrer un caractère passionnel. Mais cette affaire va s'avérer bien plus complexe qu'il n'y paraît. Car Caroline Pierson fait partie d'une communauté où tout le monde se connaît et qui a ses propres codes, celle des sourds et des malentendants. Pour résoudre ce meurtre, les enquêteurs vont devoir se plonger dans ce que l'on appelle le monde du silence. Les sourds-muets, c'est une communauté très particulière. Ils ont leur propre façon de fonctionner. C'est des gens qui sont fort naïfs, ils croient à toutes les rumeurs. Oui, il y a des rumeurs, il y a des conflits également. Entre amis, ça parle. C'est une communauté qui est sans pitié entre elles. Et à l'intérieur, on ne se fait pas de cadeaux. Selon les experts dépêchés chez Caroline Pierson, le meurtre a eu lieu la veille au soir. Une estimation confirmée par un témoignage. Les médecins légistes diront que ça a pu avoir lieu entre 19h le 30 décembre et 5h du matin le 31 décembre. En réalité, il y a une voisine qui déclare avoir entendu vers 22h30 des cris stridents qui provenaient de l'appartement de Caroline. Et à partir de là, on en déduit que le crime s'est déroulé à 22h30. Ça rétrécit évidemment la fourchette d'autant. En passant l'appartement au peigne fin, les enquêteurs vont très vite avoir la confirmation que Caroline Pierson connaissait son agresseur. En effet, malgré l'heure tardive, elle aurait ouvert sa porte en toute confiance. Très rapidement, les enquêteurs émettent l'hypothèse que le coupable serait un proche de Caroline Pierson. Parce qu'il n'y a pas de traces d'effraction, la porte est fermée. Elle était plutôt méfiante, donc elle n'aurait pas ouvert à n'importe qui. Et comme on ne retrouve pas les clés, ça veut dire que le meurtrier a pris les clés
Et c'est le meurtrier lui-même qui a fermé avant de partir. Visiblement, le tueur a agi comme s'il connaissait bien les lieux. Il n'a pas emporté grand-chose et tout laisse penser qu'il savait où trouver ce qu'il cherchait. Il y a une armoire qui est ouverte avec quelques effets personnels qui sont au sol. Voilà, uniquement cela. La famille est sur place, le père et la sœur, ils vont tout de suite se rendre compte que le sac à main de Caroline a été pris. Le téléphone portable de Caroline est également introuvable. En fait, le tueur semble avoir fait disparaître ce qui pourrait permettre de remonter à lui. Mais il a peut-être commis une erreur, car un objet manque à l'appel, et d'ordinaire cet objet n'est pas entre toutes les mains. Les enquêteurs constatent qu'un dispositif équipé de deux prothèses auditives ont disparu. Ça a été volé. Nous sommes dans le monde des malentendants. Ça pourrait laisser supposer qu'effectivement, un appareil auditif puisse intéresser un malentendant. Donc, a priori, les enquêteurs imaginent que l'auteur est probablement sourd, ou en tout cas fait partie de la communauté des sourds. Mais alors, qui dans ce milieu très fermé aurait pu s'en prendre à Caroline de façon aussi violente? La réponse se trouve dans la vie privée de la victime, car en réalité, elle cachait bien des secrets. En apparence, Caroline Pierson menait une vie discrète et sans histoire. Entourée par sa famille et ses amis, pour la plupart issus de la communauté des sourds. Des proches bouleversés par l'annonce de sa mort. Oui, je me souviens, la première fois que j'ai appris ton décès, t'es par un ami, et ça m'a fait un choc en fait. Ça nous a surpris, mon épouse a été surprise aussi, donc on s'est interrogé, on s'est posé des questions et on a dit qu'est-ce qui y est arrivé, pourquoi elle? Elle était très gentille, calme, très réservée aussi. On l'entendait pas, je veux dire c'était quelqu'un de très ordinaire. Je m'attendais pas à ça parce qu'elle le mérite pas du tout. Malgré son handicap, Caroline s'est toujours battue pour avoir une vie des plus normales. C'est quelqu'un d'autonome, elle a son propre appartement, sa voiture. Elle a réussi à avoir son permis de conduire, même si sa mère l'aidait, il lui arrivait de faire ses courses. Oui, elle avait une vie, ses amis, ses fréquentations, ses affaires de cœur, ses relations sentimentales. Caroline a même un petit ami, Patrick. Les deux amoureux vivent séparément, mais de l'avis de tous, ils forment un couple harmonieux et ils projettent même de se marier. Elle avait une relation très stable avec un garçon qui s'appelle Patrick. Patrick habite à Lille. Ça fait 4 ans qu'ils sont ensemble, qu'ils se voient presque tous les week-ends. Patrick fait également partie de la communauté des sourds. Il travaille, il est divorcé. Lorsque la famille de Caroline sera interrogée, ils ne diront que du bien de Patrick. Ils ont passé Noël ensemble. Mais la suite de l'enquête va faire voler en éclats l'image de ce couple idéal. En effet, les proches de Caroline Pierson sont interrogés un à un, et les langues se délient. Personne ne fait mystère des infidélités à répétition de la victime. Ce qui se raconte dans la communauté des sourds, c'est que Caroline était très ouverte avec certains hommes. On la juge très mal en fait. Caroline était une personne qui prend des hommes mariés. Caroline avait en quelque sorte deux vies, une façade qu'elle dévoilait auprès de sa famille comme une personne un petit peu vulnérable, fragile, avec un petit copain. Il s'avéra en définitive qu'elle entretenait plusieurs relations en même temps. Et elle pouvait en voir un le matin, un autre l'après-midi, un autre le troisième le soir, et à chaque fois avoir des relations.
Ces révélations vont très vite être confirmées par les expertises que la police scientifique a réalisées dans l'appartement de la victime. On va découvrir, notamment sur le plaid qui est présent sur le canapé de Caroline, plusieurs traces de sperme d'hommes différents. Les analyses ADN démontrent que sur un fameux plaid qui était présent sur le canapé, on retrouve notamment 4 ADN masculins. Plusieurs amants et un futur mari bafoué, la liste des suspects ne cesse de s'allonger. Il y a beaucoup de noms qui circulent dans l'entourage amoureux de Caroline, dont Laurent, Nicolas, un Guillaume, un Antoine. Il y avait donc forcément des conflits d'intérêts entre eux, des rivalités, et également parfois les hommes qu'elle pouvait fréquenter eux-mêmes avaient quelqu'un dans leur vie, une femme ou une compagne, qui peut être également, pourquoi pas, mise dans la liste des suspects. Les policiers ont l'intuition que le coupable se trouve parmi les nombreux hommes qui gravitent autour de Caroline. Et quand les premières analyses scientifiques tombent, elles vont confirmer cette piste. Caroline Pierson a eu un rapport sexuel le jour de sa mort, et ce n'est pas avec son petit ami. Il s'agit de Laurent, que Caroline a connu à l'école des sourds d'Arras, dans le Pas-de-Calais. L'histoire de Caroline et de Laurent est un secret de polichinelle. Chacun sait que Laurent et Caroline se voient de manière régulière. Beaucoup diront qu'ils sont amis, mais nombre d'entre eux savent qu'ils sont également amants. Laurent, donc, c'est un amant de longue date qu'elle voit, qu'elle retrouve, etc. À ce stade de l'enquête, effectivement, ça signifie que Laurent est le dernier à avoir vu Caroline. L'homme est immédiatement convoqué par les enquêteurs et son attitude lors de son audition ne va rien arranger. Malgré les preuves scientifiques accablantes, Laurent nie en bloc avoir eu une relation sexuelle avec la victime. Laurent va effectivement mentir en garde à vue, il ne va pas admettre facilement qu'il était un amant de Caroline Pierson, il va garder ça secret. Il est marié et du coup, il n'est pas venu le dire directement aux enquêteurs. Après de longues heures de garde à vue, acculé, l'amant finit par craquer. Il a reconnu qu'il pouvait avoir des relations sexuelles avec Caroline. Et donc, bon, il va finir par reconnaître que le matin même du 30 décembre, il est venu chez Caroline et qu'ils ont eu un rapport sexuel rapide. Pourtant, s'il était avec la victime quelques heures avant sa mort, Laurent affirme être totalement étranger à ce crime atroce. Et d'ailleurs, en y regardant de plus près, il y a bien quelque chose qui ne colle pas. Ce qui frappe dans son cas, c'est l'absence de mobile. Lui, il n'exprime pas de jalousie. Il connaît la victime depuis très très longtemps. Ils ont une véritable histoire de longue date. Et d'ailleurs, lui, il veut pas aller au-delà. Il a une femme et il n'entend pas détruire son bonheur conjugal par ailleurs. Donc, on peut pas imaginer de la jalousie chez lui. On a du mal à lui attribuer ce crime. L'homme n'a pas de mobile, ni le profil d'un tueur. Il a aussi un alibi. Selon toute vraisemblance, il aurait bien quitté le domicile de Caroline largement avant le meurtre. Et c'est même son épouse qui viendra le confirmer. C'est l'épouse de Laurent, effectivement, qui va l'aider à sortir de l'enquête, puisqu'elle viendra dire qu'à sa connaissance, il était à leur domicile le soir des faits. Pour les policiers, il faut repartir de zéro et se replonger dans le cluedo amoureux de la victime. Les enquêteurs convoquent tous les autres hommes qui partagent le lit de Caroline Pierson. Et il y en a un qui semble s'être volatilisé depuis le meurtre.
Patrick, son compagnon officiel, avec lequel elle projetait de se marier. Il vit toujours chez ses parents, à Lille, mais il est introuvable. Les enquêteurs vont commencer à le rechercher. Et ils vont prendre contact avec la famille de ce jeune homme. Et il s'avère qu'il n'est pas présent au domicile de ses parents. Patrick est injoignable. Et en analysant sa téléphonie, les enquêteurs découvrent un élément particulièrement troublant. Le téléphone de Patrick, effectivement, ne borne pas. Le soir du meurtre, entre 19h30 et 8h ou 7h30 le lendemain matin. On a un delta quasiment de 12 heures où le téléphone ne borne pas. Beaucoup de gens éteignent leur téléphone quand ils vont se coucher. En revanche, quand un téléphone est éteint vers 19h et rallumé vers 7-8h le lendemain matin, c'est vrai que ça a tendance à faire tiquer les policiers. Voilà un jeune homme qui serait allé se coucher à 19h. C'est un peu tôt quand même pour aller se coucher à cet âge-là. D'autant que dans ce laps de temps, Patrick n'est pas resté chez lui à dormir. Au petit matin, il est localisé à 2 heures de route de son domicile, à Mers-les-Bains, une station balnéaire de la baie de Somme. Les enquêteurs le retrouvent chez un couple d'amis, sourds, eux aussi, chez qui il aurait débarqué presque sans prévenir. Les amis qui habitent à Mers-les-Bains sont à la fois des amis de Patrick et de Caroline. Ces deux personnes seront interrogées et leur témoignage est très étonnant. Ce qu'ils vont décrire, c'est un homme d'abord qui s'est invité chez eux de manière totalement impromptue. Ce qui va surprendre les amis qui le reçoivent, c'est qu'il est là pour quelques jours et qu'il est venu sans vêtements de rechange. Il est venu comme ça, il n'a rien. Aucune trousse de toilette, peu ou pas de vêtements de rechange. Il a même dormi habillé sur le canapé. Ils vont trouver un homme complètement différent de l'homme qu'ils connaissent habituellement, extrêmement nerveux. Faisant beaucoup d'allers-retours entre la chambre et la salle commune, ayant une consommation de tabac importante ce soir-là. Et ils le trouvent tout à fait bizarre. Patrick est immédiatement interpellé et placé en garde à vue. Pour les enquêteurs, le mobile du crime est tout trouvé, la jalousie d'un homme trompé. On peut se poser la question de savoir si Patrick n'aurait pas découvert son infortune et qu'il ne se serait pas vengé. Et ce n'est pas tout. Lors de son audition, Patrick fait une révélation. Le jour du meurtre, Caroline Pierson lui a envoyé un SMS. Et cela va jouer contre lui, car son contenu pourrait bien avoir fait tout basculer. Il racontait qu'effectivement, ça fait 5 ans qu'il était avec Caroline, il y allait tous les week-ends et elle avait effectivement rompu ce soir-là. Elle le quitte par un message, par un SMS. Je te quitte et je te dis adieu. Alors qu'elle devait passer la soirée de la Saint-Sylvestre avec son fiancé, avec lequel elle devait se marier, qui faisait des projets d'avenir avec elle, eh bien, elle décide brutalement de mettre fin à leur relation. Mais elle ne met pas fin à leur relation en le voyant pour lui expliquer. Elle lui envoie un simple SMS. À juste titre, c'est le seul qui a un véritable mobile. Alors, ce SMS lapidaire aurait-il déclenché la folie meurtrière de Patrick? L'amoureux jaloux se serait-il rendu au domicile de Caroline pour se venger? Ce scénario est convaincant. Un crime passionnel, un crime de vengeance, quelqu'un qui s'acharne. C'est une personne qui veut se venger, qui en veut personnellement à Caroline et qui voulait lui faire mal dans sa personne, dans son corps, physiquement. Il voulait la blesser elle et qu'il lui en voulait personnellement. Ça veut dire tout simplement qu'on est dans un état de nerfs excessif, qu'on est dans l'ultra-violence, dans l'absolue volonté de tuer avec un acharnement absolu. Tout semble accuser Patrick, et pourtant, face à autant d'éléments, le fiancé nie en bloc. Il oppose même un alibi.
Il prétend que le soir du meurtre, il n'est jamais allé chez Caroline. Après son travail, dévasté par le SMS de rupture, il serait rentré chez lui. Comme il avait été écarté par elle, qu'elle ne voulait plus le voir, eh bien, qu'il va rentrer simplement chez ses parents. Patrick ne va jamais dévier de sa version. C'est de dire, moi je n'ai pas vu Caroline, puisqu'en fait il est retourné dans la région lilloise. Dans la mesure où il était chez ses parents, qu'il a travaillé le soir jusqu'à 20h, il a un alibi. C'est son papa qui vient dire qu'effectivement il a entendu rentrer vers 20h et qu'à sa connaissance il n'est pas ressorti. Bien sûr, ses parents vont confirmer qu'il n'est pas ressorti, mais ce sont ses parents. Pour les policiers, il n'est pas impossible que les parents de Patrick le couvrent avec un faux alibi. L'homme reste le suspect numéro 1 et est maintenu en garde à vue. Jusqu'à ce qu'une découverte inattendue relance totalement cette affaire. Souvenez-vous, le soir du meurtre, le sac à main de Caroline Pierson avait été dérobé. Son sac à main contenant sa carte bancaire avec laquelle elle laissait son code de retrait. 4 jours après la mort de Caroline Pierson, plusieurs retraits sont effectués sur son compte. Et il est tout bonnement impossible que cela soit l'œuvre de Patrick. Il sera retiré avec la carte bancaire de Caroline Pierson après son décès, une somme de 1 300 €. Et ce qui va blanchir totalement aux yeux des enquêteurs Patrick, c'est le fait que tandis qu'il est en garde à vue dans les locaux du commissariat de Saint-Quentin, il y a un retrait qui est effectué avec la carte bancaire de Caroline. Et par conséquent, ils vont dire, ce n'est donc pas lui qui est le meurtrier, c'est pas lui qui a pris la carte pour prendre de l'argent. Donc on l'écarte. On se dit, celui qui a tué est celui qui utilise la carte bleue, donc ça ne peut pas être Patrick. Depuis le début de l'affaire, les policiers étaient convaincus d'avoir à résoudre un crime passionnel. Et si ils avaient fait fausse route? Pourrait-il s'agir en fait d'un crime crapuleux? Caroline Pierson aurait-elle été sauvagement assassinée pour quelques milliers d'euros? Merci d'avoir écouté la première partie de ce podcast consacré à l'affaire Caroline Pierson. Dans la seconde partie, vous allez voir que la quadragénaire, apparemment sans histoire, menait une vie secrète. Bonjour et bienvenue dans Enquête criminelle, le podcast. Je suis Jean-Marie Goua. Dans la seconde partie de cet épisode consacré à l'affaire Caroline Pierson, vous allez voir que la quadragénaire, apparemment sans histoire, menait une vie secrète. Avec moi, vous entendrez les avocats et les journalistes qui ont travaillé sur ce dossier. Bonne écoute. En épluchant les relevés bancaires de la victime, les policiers découvrent que le premier retrait a été effectué le 30 décembre à 22h46 dans cette banque du centre-ville, à Saint-Quentin, à seulement 1 km du domicile de la victime. Les enquêteurs constatent que le voleur-tueur n'a pas attendu très longtemps pour utiliser la carte bleue de la victime. Moins de 45 minutes après la commission des faits, il y a un premier retrait effectué à un distributeur automatique de billets. Le distributeur où est effectué le premier retrait n'est pas équipé, comme beaucoup le sont, de cette espèce de caméra grand angle qui prend les personnes en train de retirer de l'argent. En revanche, il y a une caméra de vidéosurveillance dans la rue. La caméra de la ville montre un homme à proximité du distributeur automatique et puis un scooter. C'est la silhouette d'un homme, visage recouvert d'une capuche, de dos évidemment puisqu'il est en train de tirer de l'argent, et qui a garé à proximité immédiate du distributeur automatique de billets un scooter. Un scooter comme il en existe beaucoup. On va le voir rejoindre le scooter, attendre quelques instants d'ailleurs, il ne va pas partir tout de suite, et puis après s'en aller.
L'homme n'est pas identifiable, la qualité de la vidéo n'est pas suffisamment précise pour qu'on puisse définir de qui il s'agit. L'identité du propriétaire de ce scooter noir reste donc une énigme. Mais pas pour très longtemps. Car une semaine après le meurtre, le mystérieux voleur va commettre un faux pas. Trop cupide, il va finir par vider entièrement le compte de Caroline. La carte bancaire à la 6e tentative de retrait est avalée par le distributeur de la caisse d'épargne. Et évidemment, on va l'éplucher puisque c'est un élément central de ce dossier. On va trouver dessus évidemment l'ADN de Caroline, sa propriétaire, mais aussi un deuxième ADN masculin. Et cet ADN va parler, car il appartient à un homme déjà connu des services de police. Il s'agit d'un autre amant de Caroline Pierson, un certain Gérald Descamps, lui aussi membre de la communauté des sourds. À l'époque du meurtre de Caroline, Gérald a 47 ans. Il est séparé de sa seconde compagne, avec qui il a eu 2 enfants. Il travaille en contrat à durée indéterminée dans une entreprise à quelques kilomètres de Saint-Quentin. Il a une vie, somme toute, classique, simple, peu de relations sociales, mais il voit ses enfants et va travailler. Sylvie est la sœur aînée de Gérald Descamps. Elle a été témoin de la rencontre entre son frère et la victime. Ils se connaissaient bien tous les deux, puisqu'ils se fréquentaient depuis l'école. Et puis ils se voyaient à l'association des sourds, ils bavardaient. Et puis ils se croisaient en ville et ils discutaient. Ils ont été dans le même centre d'éducation pour les sourds, à Arras, donc ils ont grandi ensemble. En tant que copains et copines d'école, ils sont passés copains et copines dans la vie civile, quoi. Gérald Descamps aurait-il pu assassiner son ami d'enfance ? Cela paraît insensé, et pourtant l'homme dissimule un passé trouble. Il a déjà fait l'objet de plusieurs procédures, il a été condamné, notamment pour des violences conjugales. Il a effectivement un passé judiciaire qui est quand même assez troublant, dans la mesure où 2 de ses compagnes ont témoigné de manière très dure pour lui, il faut bien le dire, qu'il avait été extrêmement violent avec elles, frappant une d'entre elles alors qu'elle était enceinte, tentant de l'égorger. Et les derniers recoupements des policiers ne vont pas tarder à sceller le sort de Gérald Descamps. L'homme fait désormais figure de suspect numéro 1. Avant même de le placer en garde à vue, les policiers vont surveiller les allées et venues de Gérald Descamps et vont se rendre compte qu'il se déplace à scooter. Un scooter qui ressemble beaucoup au scooter vu par la caméra de vidéosurveillance près du distributeur de billets. Gérald est le parfait candidat pour être suspect. Il a un scooter qui semble correspondre à celui qu'on voit sur la vidéosurveillance. Et in fine, on retrouve son ADN sur la carte bleue de la victime quand elle est absorbée par la banque. Donc, j'ai envie de vous parler d'un paquet cadeau. Le 19 janvier 2017, 3 semaines après la mort de Caroline Pierson, Gérald Descamps est interpellé à son domicile et placé en garde à vue au commissariat de Saint-Quentin. Et d'emblée, il y a un problème avec l'emploi du temps du suspect le soir du meurtre. La soirée du 30 décembre, pour Gérald, elle est un peu floue. Peut-être se souvient-il qu'il était sorti acheter à manger aux alentours de 22h, mais il n'a pas de certitude à ce sujet. Il évoquait aussi le fait qu'il soit allé un peu peut-être sur Internet ou qu'il ait utilisé son ordinateur, mais il n'y a pas de certitude, il n'est pas très précis. Gérald Descamps n'a pas d'alibi. Et il n'a aucune idée des éléments que les policiers ont dans leur dossier. C'est le b.a.-ba de la tactique des policiers. Quand ils mettent une personne en garde à vue, ils lui balancent pas tout le dossier d'un coup. Ce serait à peu près comme un joueur de poker qui étalerait ses cartes sur la table alors que les autres les cacheraient dans leurs mains.
Gérald Descamps, on lui dit « Mais quand est-ce que vous avez vu Caroline pour la dernière fois ?» Il dit « Je la connais vaguement. » Au tout début, c'est « Mais moi, j'ai pas vu Caroline depuis des années. Je sais pas de quoi vous m'accusez. » Or, les policiers savent bien que Gérald ne dit pas toute la vérité, car son ADN est parmi ceux qui ont été identifiés sur le plaid recouvrant le canapé du domicile de la victime. On retrouve sur le plaid simplement la semence du sperme de cet homme. Visiblement, il est proche, il a été proche à un moment donné de la victime. En fait, les policiers pensent avoir la preuve que Gérald était chez Caroline très peu de temps avant le meurtre. On retrouve trace de l'ADN de Gérald Descamps présent sur une petite cuillère. Une petite cuillère qui a été retrouvée dans l'évier de Caroline, une petite cuillère qui a servi à touiller le sucre dans un café. Caroline a pour réputation d'être très ordonnée. Donc la présence de cette petite cuillère dans l'évier signifie automatiquement que le café a été pris dans les 24 dernières heures. Elle n'aurait pas laissé traîner cette cuillère dans l'évier plus longtemps. Face à cette révélation fracassante, Gérald Descamps commence à vaciller. Contrairement à ses premières déclarations, il reconnaît avoir eu des contacts récents avec la victime. La dernière fois qu'il a rencontré Caroline, c'était le mercredi, le 28 décembre. Il rentre chez lui et trouve dans sa boîte aux lettres un petit mot où il lui indiquait « Passe chez moi, boire un café, CP ». Il se rendra donc chez Caroline et se présentera à la porte de l'appartement de Caroline qui lui ouvrira un café avec laquelle il aura 2 relations sexuelles. Malgré tout, Gérald continue d'affirmer qu'il n'est pas le meurtrier, pas plus que l'homme qui a vidé les comptes de la victime. Mais ses explications ne semblent pas très convaincantes. Quand on lui demande s'il a touché la carte bleue de Caroline, il jure que non. Et quand on lui dit qu'il y a son ADN sur la carte bleue, il dit « Ah bah oui, c'est vrai, elle me l'avait montré pour me faire voir qu'il y avait un relief un peu particulier. Et donc à cette occasion, j'avais touché la carte bleue. » Énième version, son sac serait tombé, ça c'est encore une autre version. Alors, il a menti sur la carte bleue, sur la carte bancaire, ça c'est incontestable. Il reconnaît à chaque fois qu'on lui apporte une preuve. Pour les policiers, cela ne fait aucun doute. Ils tiennent leur coupable. Mais il manque une pièce à leur puzzle, le mobile. Et en creusant la personnalité de Gérald, ils vont découvrir que c'est peut-être un vice qui serait à l'origine de ce drame. Pour les enquêteurs, le mobile de Gérald Descamps est uniquement financier. Point. C'est un homme qui est placé sous tutelle financière, notamment pour éviter qu'il dépense tout son argent dans les jeux de hasard. Il est un joueur compulsif qui fréquente les cafés pour y acheter des jeux à gratter, etc. Monsieur Descamps est quelqu'un qui a une addiction au jeu. Et il demande quelquefois de l'argent pour pouvoir effectivement s'adonner à sa passion. Pour l'avocate de Gérald Descamps, les policiers avaient donc une théorie bien précise en tête. Il est placé sous mesure de protection, donc il n'a pas accès librement à son argent. Il n'en a pas suffisamment pour jouer. Donc, il tue Caroline pour lui prendre sa carte bancaire, lui subtiliser son argent et pouvoir jouer comme bon lui semble. Au terme de l'instruction, Gérald Descamps est mis en examen des chefs d'accusation d'escroquerie, de vol et de meurtre. En attendant son procès, il passe 4 ans au centre pénitentiaire de Laon, dans les Hauts-de-France. Pendant ce temps, l'homme ne passera jamais aux aveux. D'ailleurs, si tout semble l'accuser, il reste dans cette affaire un énorme point d'interrogation. Caroline a été frappée 16 fois au visage avec une arme blanche. Lors d'un tel déferlement de violence,
l'agresseur laisse habituellement une trace ADN sur la scène de crime. Sauf que là, il n'y a rien. C'est un crime odieux avec des projections de sang sur le mur. Systématiquement et forcément, tous les experts judiciaires vous diraient qu'il a forcément eu un contact avec Caroline. Puisqu'on peut penser qu'il y a quand même eu qu'elle se serait débattue, qu'elle se serait défendue face à son agresseur. À aucun moment on retrouve l'ADN de Gérald. En tout cas, il n'est pas retrouvé sur le corps de la victime. Il n'est pas retrouvé sur les vêtements de la victime. Par ailleurs, le corps a été déplacé du salon à la salle de bain. À aucun moment on retrouve l'ADN de Gérald Descamps. Alors, Gérald Descamps est-il un génie du crime qui a méthodiquement nettoyé la scène? Difficile de l'imaginer. Gérald serait suffisamment professionnel, intelligent, manipulateur pour avoir effacé la totalité des traces ADN de projection de sang, plus celle de l'appartement, en omettant celle de la petite cuillère. Ça paraît pas cohérent. Il prend soin d'effacer toutes les traces, par contre il sait qu'il a bu un café et il lave pas la petite cuillère. Tout ça, ça colle pas. Les policiers ont-ils vraiment exploré toutes les pistes? À ce sujet, un point sème le trouble. D'autres traces ADN ont été relevées dans ce dossier et personne ne sait à ce jour à qui elles appartiennent. On a un ADN masculin qui a été retrouvé sur le dessus de la paume de la main de la victime et qui n'a pas été identifié à ce jour. Au domicile, nous avons également 2 empreintes palmaires qui sont exploitables mais non identifiées. Donc une sur le rebord de la baignoire. Et il y a également des ADN inconnus qui sont à des endroits clés, c'est-à-dire sur l'armoire qui a été fouillée, la porte de l'armoire. Et il y a également 2 ADN, un masculin et un féminin, non identifiés sur la carte bancaire. Et ce n'est pas tout. Depuis le départ, les enquêteurs ont en tête une liste bien limitée de suspects possibles. Cela en raison, souvenez-vous, de la disparition des prothèses auditives de la victime. Les enquêteurs vont se limiter au monde des sourds. Ça, c'est un premier problème. Ils vont se limiter au monde des sourds parce qu'on sait que Caroline était sourde, qu'elle fréquente des personnes qui sont sourdes, mais on apprendra après aussi qu'elle a des relations qui sont des relations suivies avec des gens qui ne sont pas des sourds. Mais ça n'a manifestement pas beaucoup intéressé les enquêteurs. Ils n'ont pas du tout pensé ni exploité l'idée que ça pouvait peut-être être une femme. Elle avait de très nombreuses relations sexuelles avec des hommes, souvent qui avaient des compagnes ou qui étaient mariés. On peut imaginer aussi qu'une femme ait pu vouloir se venger, mettre fin à une relation qu'entretenait son mari. Et par conséquent, tout est possible. D'autant qu'on retrouve de l'ADN féminin sur la carte bancaire. Pourquoi écarter une femme? Pourquoi considérer que c'était un meurtre d'un homme plutôt que de celui d'une femme? D'ailleurs, l'arme du crime qui n'a jamais été retrouvée pourrait correspondre à un accessoire typiquement féminin. On a, avec un expert, analysé plus précisément les poinçons sur la tête et sur le visage de Caroline, et l'expert avait émis l'hypothèse qu'il pouvait s'agir d'un talon aiguille notamment, qui aurait pu causer des blessures similaires à celles qu'on a pu constater sur le corps de la victime. Pour la défense, même le mobile selon lequel Gérald aurait tué pour assouvir sa passion des jeux d'argent ne tient pas. Selon l'accusation, ce serait un joueur compulsif, un accro au jeu de grattage. En fait, lorsqu'on va interroger les patrons des PMU, les employés, des bars, on va se rendre compte qu'il n'a pas fait d'achat particulier à la suite de la mort de Caroline. Tout se sait à Saint-Quentin. C'est petit, ce crime a été médiatisé, les gens en ont parlé. Si quelqu'un dans un établissement, un café ou un bar tabac avait pu voir quelqu'un connu, sourd, dépenser de manière complètement exceptionnelle des sommes considérables en tickets à gratter, la police aurait été informée. La préutilisation de la carte bleue n'a pas entraîné et n'a pas démontré que Gérald Descamps, il avait de quelque manière que ce soit changé sa façon de vivre et qu'il avait disposé de plus d'argent. On l'a pas vu aller payer à boire à tout le monde, on l'a pas vu aller plus que ça chercher des tickets de grattage.
Enfin, à en croire les proches de Gérald, l'homme ne peut être qu'innocent des faits qui lui sont reprochés. Il y a un contraste avec la personne, la vraie personne, et qu'est-ce qu'on lui reproche. Je dirais, il n'est pas capable de faire ça. Il n'a pas la force de faire une chose aussi horrible. C'est horrible, qu'est-ce qui s'est passé. C'est un massacre. Je ne le vois pas, à cette hauteur, de faire ce truc. Il n'est pas coupable, je le connais. C'est quelqu'un qui est très gentil, très doux. C'est pas lui, ça. Je suis choquée qu'on puisse l'accuser. À l'aube de son procès, les cartes semblent rebattues. Pourtant, la conviction des proches de l'accusé et les zones d'ombre pointées par la défense ne vont pas peser très lourd face aux éléments qui incrimineraient Gérald Descamps. Le 18 novembre 2020, au terme de 5 jours de débat, Gérald Descamps est jugé coupable et condamné à 20 ans de réclusion par la cour d'assises de Laon pour le meurtre de Caroline Pearson. Un soulagement pour la famille de la victime. S'ils ne se sont jamais exprimés dans les médias, le père et la sœur de Caroline tiennent à faire savoir par leur avocat qu'ils sont satisfaits de ce jugement. Je peux vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, la famille qui a eu accès effectivement aux pièces du dossier ont l'intime conviction, à travers les témoignages et ce qui s'est passé devant la cour d'assises, que M. Descamps est coupable. Pour les proches du condamné, ce verdict est incompréhensible. C'était un gros coup de massue. Voilà, déjà pour lui. Il s'est effondré au niveau du tribunal. Et puis après, pour nous, ça a été un déchirement. On s'attendait à mieux. Je dis pas que la justice fait pas son travail, elle fait son boulot. Mais là, par le manque de preuves, le manque de témoignages, la rapidité à laquelle le procès s'est déroulé, ça a resté le principal suspect. J'ai vu mon frère et je voyais qu'il était terrifié. Et même moi aussi, j'avais peur de le voir. Et vraiment, je ne le reconnaissais pas. Il n'avait plus le même visage, il avait grossi parce qu'il prenait des médicaments. Ça a été un moment assez choquant pour moi. Et ce qu'il me dit tout de suite, c'est « J'ai rien fait, c'est pas moi qui l'ai tué ». Et là, il s'est effondré, il a pleuré et je l'ai pris dans mes bras. Gérald Descamps et ses avocats font appel. Un second procès va donc se tenir. Pour l'accusé, c'est le moment ou jamais d'avancer une preuve qui pourrait le disculper. Les avocats de Gérald, qui sont convaincus de l'innocence de leur client, vont engager des détectives privés, 2 détectives privés, pour essayer un peu à l'américaine, de trouver ce que les policiers n'ont pas trouvé. Et bingo, puisque les détectives privés vont exhumer un élément qui était dans le dossier, qui existait, c'est une pièce à conviction. Le 25 avril 2022 s'ouvre à Amiens le procès en appel de Gérald Descamps. Pour l'accusation, ce qui accable le suspect, ce sont les traces ADN sur la carte bancaire de la victime. Et surtout, ces images de vidéosurveillance sur lesquelles l'homme en scooter noir est censé être Gérald Descamps. Nous sommes le soir du meurtre, à 22h46. Seulement, en pleine audience, une expertise informatique révélée par la défense vient tout remettre en question. Il a été démontré que M. Descamps, à 22h50 et quelques secondes, était chez lui, sur son ordinateur, puisqu'il s'est connecté à son compte Facebook. Le retrait se fait à 22h46. Nous voyons le scooter démarrer et sortir du champ de la caméra à 22h48, ce qui laisse un delta de 3 minutes pour effectuer le trajet entre le distributeur, son domicile, rentrer le scooter dans son domicile, monter à l'étage et se connecter à Facebook. Cette expertise est fondamentale parce que si on considère qu'il ne peut pas être à la fois sur le distributeur automatique de billets, donc 22h46, et en même temps chez lui. Ça ne tient plus.
Si on tient compte de la théorie des enquêteurs que le meurtrier est également le détenteur de la carte, par principe, Gérald Descamps ne peut pas être à 22h48 en train de redémarrer son scooter et à 22h51 en train de se connecter à Facebook. Matériellement, le temps qui est imparti est insuffisant. Il y a quand même quelque chose qui ne va plus. Pourtant, après 3 jours d'audience, Gérald Descamps est à nouveau jugé coupable et condamné à 18 ans de réclusion criminelle. Ses avocats ont déposé un pourvoi en cassation. En attendant son examen et un éventuel nouveau procès, l'homme reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés. Merci d'avoir écouté la seconde partie de cet épisode consacré à l'affaire Caroline Pierson. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast afin de recevoir chaque semaine un nouvel épisode. Et bien sûr, s'il vous a plu, vous pouvez laisser un commentaire sur l'appli RTL, rtl.fr et toutes les plateformes partenaires. Je vous dis à bientôt. Un soir de novembre 1988, la pluie martelait les vitres d'une vieille demeure aux abords de Lyon. La bâtisse, massive, figée dans une autre époque, abritait une famille dont le nom circulait depuis des générations dans les journaux économiques. Les de Villeneuve n'étaient pas seulement riches, ils incarnaient ce pouvoir discret qui se transmet de père en fils, de grands domaines viticoles aux collections d'art héritées du Second Empire. Ce soir-là, pourtant, une fissure invisible s'ouvrait dans la dynastie. Henri, l'unique héritier de 32 ans, devait rentrer d'un voyage à Genève. Il n'est jamais revenu. Sa voiture fut retrouvée à quelques kilomètres de la frontière, porte verrouillée, papier intact, mais vide comme une coquille abandonnée. Aucune trace de lutte, aucune empreinte suspecte. Juste une absence brutale, un trou noir qui allait hanter la famille et la presse pendant des décennies. La police française fut alertée immédiatement. Disparition inquiétante, disparition volontaire, enlèvement. Toutes les hypothèses furent posées, mais aucune ne résistait à l'épreuve des faits. Henri n'avait pas de dette connue, pas de conflit familial visible, et encore moins de raison de fuir. Au contraire, il s'apprêtait à reprendre la direction des domaines familiaux après la mort récente de son père. L'image de ce jeune héritier, élégant, mystérieux, s'inscrivit dans l'opinion publique comme une énigme moderne. Un homme qui semble avoir tout, et qui s'évapore pourtant dans la nuit. La presse titrait sur « Le fantôme de Villeneuve ». Les magazines publiaient des portraits sépia du jeune homme au regard sombre. Dans les salons, on murmurait 1000 versions. Une liaison interdite, un secret d'État, un règlement de compte dans les coulisses de la finance. La réalité, plus insidieuse, restait encore tapie dans l'ombre. Les enquêteurs, menés par un commissaire réputé pour son intransigeance, fouillèrent les moindres recoins de la vie de Henri. Ils inspectèrent les bureaux de Genève, où il avait rencontré des banquiers, interrogeaient ses amis de l'université, questionnaient même ses anciens professeurs. Tout semblait converger vers un homme sans histoire, trop lisse peut-être, dont la surface impeccable cachait l'opacité. Dans sa chambre, on ne trouva rien d'étrange. Des livres de philosophie, quelques disques de jazz, et surtout un piano à queue noire hérité de son grand-père. L'instrument imposant trônait comme un monument funèbre au milieu du salon, couvercle fermé, corde muette. À l'époque, personne n'y prêta attention. Ce piano, silencieux, allait pourtant devenir la clé de l'affaire 30 ans plus tard. Les mois passèrent, puis les années. L'enquête s'enlisa. Faute de corps, il n'y eut jamais de certitude. Les de Villeneuve entretenaient de la mémoire d'Henri avec une discrétion aristocratique, refusant les interviews, maintenant le mystère comme un linceul. La demeure resta fermée, les volets clos, comme figés dans l'attente du fils prodigue. Le commissaire, vieillissant, confia plus tard que c'était l'un des rares dossiers qui l'empêchait de dormir. On ne disparaît pas ainsi, pas en 1988, pas sans laisser une trace. Mais la trace existait, cachée à quelques mètres seulement des enquêteurs, dissimulée dans les entrailles de ce piano noir, témoin muet des drames familiaux. Ce n'est qu'en 2019, lors d'une vente aux enchères du mobilier de la maison Villeneuve, que le hasard fit éclater le silence. Un collectionneur passionné de musique acquit le piano. En le faisant restaurer, l'artisan chargé d'accorder les cordes découvrit, glissée derrière le cadre métallique, une enveloppe jaunie, presque décomposée par le temps. L'écriture, fine et nerveuse, portait simplement le prénom Henri. À l'intérieur, une lettre. Quelques pages pliées, tachées d'humidité, mais encore lisibles. Ces mots, restés prisonniers 3 décennies dans l'ombre des cordes, allaient réécrire l'histoire.
Avant même d'en lire le contenu, l'accordeur eut le pressentiment d'une découverte capitale. Il remit l'enveloppe au collectionneur, lequel, intrigué, alerta aussitôt les autorités. Quand les experts du service criminel de Lyon déplièrent la lettre, une onde de choc parcourut la pièce. Les phrases, tracées à la hâte, semblaient écrites dans l'urgence, peut-être la peur. « Si tu lis ces mots, c'est que je n'ai pas réussi à m'échapper. Ils savent. Ne fais confiance à personne, surtout pas à... » La ligne s'interrompait, effacée par le temps. Mais déjà, l'essentiel était là. Henri avait pressenti sa disparition. Il n'était pas une victime hasardeuse, mais un homme traqué. La mention vague, inachevée, suffisait à ranimer toutes les spéculations. Qui étaient ces « ils » ? Et surtout, qui était ce « surtout pas à » dont le nom manquait ? La lettre fut confiée au laboratoire de police scientifique. L'encre datait bien de la fin des années 80, le papier correspondait à une fourniture domestique banale. Rien ne permettait de douter de son authenticité. Ce fragment de vérité, sorti du silence des cordes, devenait une bombe mémorielle. Les journaux, en 2020, consacrèrent leurs unes à la lettre du piano. 32 ans après la disparition, l'affaire Villeneuve renaissait, et avec elle, toutes les obsessions d'une génération qui n'avait jamais oublié le mystère. L'ouverture de cette piste ranima les souvenirs des anciens enquêteurs. Certains témoins, aujourd'hui âgés, acceptèrent de parler. On se souvint de la gouvernante, silhouette austère qui avait servi la famille pendant 40 ans et qui, en 1988, avait quitté la demeure du jour au lendemain. On évoqua un associé d'affaires d'Henri, mort accidentellement dans un crash de voiture quelques mois après. On reparla aussi de cette sœur cadette, Elisabeth, longtemps tenue à l'écart des projecteurs, fragile, recluse, qui refusait obstinément toute apparition publique. Chacun de ces personnages semblait revenir des limbes, comme convoqué par la lettre à comparaître de nouveau devant l'histoire. Mais au-delà des noms, ce qui frappa les enquêteurs modernes, c'était la charge psychologique de la lettre. Elle témoignait d'une peur viscérale, d'une conscience aiguë du danger. Henri, l'héritier aux allures de dandy, avait senti la menace l'encercler. Ce n'était pas un enlèvement opportuniste, ni un accident de route. C'était une chasse, planifiée, implacable. Et lui, au lieu de fuir ou d'affronter, avait choisi de déposer son ultime message dans l'unique lieu qu'il considérait inviolable, le piano de son enfance, cet instrument que seul un membre de la famille aurait l'idée de déplacer. Ironie tragique, c'est un étranger, des décennies plus tard, qui déterra le secret. À ce stade, la police rouvrit officiellement le dossier. Le parquet de Lyon ordonna une nouvelle série d'investigations. Les archives furent exhumées, les anciens témoins rappelés, les pistes gelées réchauffées. Le commissaire à la retraite, ému, déclara « C'est comme si Henri nous parlait depuis l'autre côté du temps. » Et déjà, une hypothèse commençait à se dessiner, terrifiante par sa simplicité. Et si le danger n'était pas venu de l'extérieur? Et si le véritable ennemi avait toujours été à l'intérieur des murs de la maison Villeneuve? La demeure des Villeneuve, restée close pendant des années, fut rouverte aux enquêteurs. Le portail en fer forgé grinçait comme s'il protestait contre cette intrusion tardive, et les pièces figées semblaient exhaler une odeur de cire froide et de temps arrêté. Les murs, tapissés de portraits d'ancêtres, observaient silencieusement le retour de la justice dans un univers qui s'était voulu intouchable. Dans le grand salon, le vide laissé par le piano vendangé creusait un gouffre comme une absence parlante. On aurait dit que l'ombre d'Henri s'attardait encore dans ses couloirs, derrière chaque porte fermée, dans les miroirs ternis qui reflétaient une époque révolue. Chaque pas résonnait avec l'écho d'une enquête qui reprenait là où elle avait été abandonnée 3 décennies plus tôt. Les nouveaux enquêteurs, dotés de technologies modernes, scannèrent les sols, analysèrent les papiers restés dans les tiroirs, photographièrent les détails qu'autrefois on aurait ignorés. Dans un bureau au bois sombre, une découverte retint leur attention. Un carnet de comptes, presque anodin, mais truffé de corrections étranges. À plusieurs reprises, des lignes avaient été barrées, des sommes effacées, remplacées par des chiffres incohérents. En le comparant aux archives bancaires, on comprit vite que des transferts d'argent avaient circulé dans l'ombre, des sommes massives disparues peu avant novembre 1988. L'héritier, loin d'être un homme sans histoire, se trouvait au cœur d'opérations financières opaques qui liaient le domaine viticole familial à des circuits internationaux. Le voile de respectabilité commençait à se fissurer. Ce fut alors qu'un nom ressurgit, celui d'un certain André Kessler, un banquier genevois
que Henri avait rencontrée à plusieurs reprises dans les mois précédant sa disparition. Kessler, décédé en 1992 dans des circonstances qualifiées d'accidentelles, traînait derrière lui une réputation sulfureuse. On le disait proche de réseaux de blanchiment liés à l'ex-Yougoslavie. Si Henri avait découvert quelque chose ou s'il avait tenté de se dégager de ce piège, cela suffisait pour expliquer la peur qui suintait de sa lettre. Mais la question demeurait entière. Pourquoi cette lettre se retrouvait-elle cachée dans le piano familial et non remise à la police ? Henri avait-il soupçonné des complicités plus proches, au point de redouter même ceux qui partageaient son sang ? Les enquêteurs convoquèrent la sœur cadette, Elisabeth. Aujourd'hui sexagénaire, silhouette effacée aux cheveux argentés, elle vivait recluse dans une maison de campagne. Devant les caméras de surveillance discrètes, son visage exprimait un mélange de fragilité et de lassitude. Elle se souvenait d'Henri comme d'un frère protecteur, mais aussi secret. Quand on lui montra la lettre, ses mains tremblèrent imperceptiblement. Il m'avait parlé d'un danger, une fois, à demi-mot. Mais je croyais qu'il exagérait. Dans notre famille, on apprend à ne rien dire. Le silence est une armure. Ces mots pesèrent lourd. Ils révélaient une culture du secret enracinée depuis des générations. Dans la dynastie Villeneuve, tout se taisait, tout se cachait, tout se réglait entre murs clos. La lettre était un acte de rupture, une trahison envers cette loi tacite. La gouvernante disparue en 1988 fut également retrouvée, vivante, âgée de plus de 80 ans. Retirée dans un couvent de Provence, elle accepta de parler à condition que sa voix ne soit pas enregistrée. Ses confidences furent glaçantes. Elle affirma que Henri avait reçu, quelques jours avant sa disparition, un courrier anonyme. Il l'avait lu seul dans le salon, puis avait brûlé la moitié de la feuille dans la cheminée, mais elle avait surpris ces mots sur le fragment restant « Tu ne peux plus reculer, le sang appelle le sang ». Pour elle, il n'y avait aucun doute. Henri craignait une menace venue de l'intérieur même de la famille, une lutte de pouvoir vieille comme les lignées aristocratiques. Et elle, qui avait tout vu, avait préféré disparaître plutôt que d'affronter le poids de ce secret. Peu à peu, une trame effrayante se dessinait. L'héritier n'était pas seulement pris dans des affaires financières troubles. Il se trouvait encerclé par une toile où se mêlaient argent, héritage, jalousies anciennes et silence clanique. La lettre retrouvée dans le piano, comme un dernier souffle, prenait alors une dimension tragique. Henri avait choisi l'instrument, emblème de son enfance, comme ultime coffre-fort pour un message qu'il savait vital. Mais pourquoi n'avait-il pas terminé cette phrase cruciale ? Surtout pas à. Était-ce le nom de sa sœur, de sa mère, d'un oncle oublié, d'un associé de l'ombre ? L'absence de ce mot unique devenait un gouffre vertigineux. Dans la presse, l'affaire fit à nouveau la une. Les journalistes, avides de spectres familiaux, dressaient des parallèles avec d'autres disparitions restées inexpliquées, évoquaient les grands scandales aristocratiques d'Europe, rappelaient que derrière les façades de pierre se cachaient souvent des tragédies indicibles. On reparla du duc de Choiseul, mort mystérieusement dans les années 60, ou du banquier Stern retrouvé sans vie dans un hôtel parisien. Chaque époque a ses fantômes, et Henri rejoignait ce cortège de figures englouties par leur propre dynastie. Les enquêteurs décidèrent alors de rouvrir la crypte familiale où reposaient les générations de Villeneuve. Dans l'obscurité des caveaux, les pierres suintaient l'humidité et l'histoire. Ce geste n'était pas purement symbolique. On espérait retrouver dans les archives funéraires et les objets laissés des traces de la vérité. Car une hypothèse audacieuse circulait. Et si Henri n'avait jamais quitté cette maison ? Et si son corps reposait quelque part, dissimulé dans les entrailles même de la demeure, sous les tapisseries, derrière les boiseries ? La lettre, retrouvée dans le piano, ne serait alors pas un adieu envoyé vers l'extérieur, mais un cri étouffé lancé depuis une prison domestique. Pour explorer cette piste, des experts en imagerie thermique et en géoradar furent appelés. Ils scrutèrent les murs de la demeure comme on radiographie un patient malade. Et ce fut dans l'aile est, derrière une bibliothèque colossale, que les appareils signalèrent une anomalie. Une cavité, murée à la hâte, jamais répertoriée sur les plans d'architectes. Les enquêteurs firent tomber le mur. L'odeur de poussière et de pierre humide envahit la pièce, et derrière les briques effritées apparut une petite salle, étroite, vide à première vue. Mais au sol, sous une fine couche de gravats, un objet scintillait, une chevalière.
gravées des initiales H.V. Henri Villeneuve. Ce fut un choc. La bague de l'héritier que tout le monde croyait perdue avec lui gisait là, dans ce tombeau secret. On l'avait arrachée de sa main, ou bien il l'avait laissée comme ultime preuve de son passage. Le commissaire responsable de la réouverture du dossier, une femme connue pour son pragmatisme froid, déclara « Nous avons retrouvé la voix d'Henri dans une lettre. Peut-être retrouvons-nous maintenant son corps. » Les fouilles reprirent avec une intensité dramatique. Chaque pierre retournée semblait rapprocher les enquêteurs du cœur de l'énigme. La maison Villeneuve, ce mausolée de secrets, commençait à livrer ce qu'elle avait étouffé pendant plus de 30 ans. La découverte de la chevalière fit l'effet d'une déflagration. Ce petit objet d'or, si lourd de symboles, devenait une preuve matérielle que la disparition d'Henri n'était pas qu'un accident ou une fuite volontaire. Dans cette pièce murée, on avait cherché à effacer une présence, à dissimuler un secret que seuls les murs pouvaient porter. Les experts en archéologie judiciaire, penchés sur le sol, tamisaient la poussière et les gravats avec une minutie d'orfèvre. Chaque fragment pouvait contenir une vérité, chaque fibre pouvait réveiller le passé. Bientôt, ils mirent au jour des restes organiques, des ossements, éparpillés, brisés, dissimulés sous une dalle disjointe. Le silence se fit lourd, presque religieux. 31 années de mystère venaient de s'incarner dans ces fragments blanchis par le temps. L'identité fut confirmée quelques semaines plus tard grâce à l'ADN comparé à celui d'Élisabeth. Aucun doute n'était possible. C'était bien Henri de Villeneuve. Le jeune héritier n'avait jamais franchi la frontière. Il n'avait jamais disparu dans quelque complot international. Il avait été enseveli là, derrière une bibliothèque, dans sa propre maison, comme une relique encombrante qu'on préférait enterrer dans la pierre plutôt que de confier à la terre des cimetières. La presse, hystérique, titrait « L'héritier muré vivant », le piano et le tombeau, les fantômes de la maison Villeneuve. Le pays tout entier découvrait avec stupeur que la vérité la plus spectaculaire était souvent la plus simple. Henri n'avait jamais quitté les siens. La lettre retrouvée dans le piano prit alors un sens nouveau. Ce n'était pas un avertissement lancé à l'extérieur, mais une confession destinée à survivre dans le cœur de la demeure, là où le crime avait eu lieu. Henri savait. Il savait qu'il risquait de finir entre ces murs, et il avait tenté de déposer son dernier souffle sur du papier, espérant qu'un jour, quelqu'un l'entendrait. La phrase interrompue, surtout pas à, résonnait désormais comme une énigme cruelle. Il désignait forcément un proche, mais qui? Sa sœur, la gouvernante, sa propre mère, la matriarche des Villeneuve, disparue en 2005 sans jamais avoir parlé. Le doute s'insinuait dans chaque recoin du lignage. Les enquêteurs reprirent alors l'arbre généalogique de la famille, leurs correspondances, leurs archives privées, et une figure émergea, longtemps reléguée à l'ombre, l'oncle Charles, frère cadet du père d'Henri. Un homme effacé, discret, toujours présent mais jamais central. En 1988, il gérait une partie des affaires secondaires, notamment des propriétés éloignées. Les registres retrouvés montraient qu'il avait effectué plusieurs séjours prolongés dans la demeure au moment même de la disparition. Surtout, son nom apparaissait en filigrane dans les carnets financiers d'Henri, comme une ombre se dissimulant derrière les transactions douteuses. Convoqué par la justice, Charles, aujourd'hui octogénaire, arriva en fauteuil roulant, silhouette frêle, regard voilé. Il nia toute implication, plaidant l'oubli, la vieillesse, les trous de mémoire. Mais face aux ossements retrouvés, aux incohérences dans ses déclarations, son silence devint plus pesant que des aveux. Les enquêteurs soupçonnaient que la disparition d'Henri n'avait rien d'un meurtre impulsif. C'était l'aboutissement d'une rivalité patrimoniale, d'une lutte intestine où la jalousie, le pouvoir et la cupidité avaient scellé le destin de l'héritier. La demeure, une fois encore, livra un indice macabre. Dans un tiroir secret d'un bureau ancien, on retrouva une coupure de presse datée de 1988, soigneusement pliée. Le titre parlait d'une nouvelle loi sur l'héritage, permettant aux parts d'une fortune de basculer vers les membres collatéraux en cas de disparition prolongée de l'héritier direct. À noter à la marge, une phrase manuscrite, « La patience est une arme ». L'écriture, après expertise, correspondait à celle de Charles. La pièce devenait accablante. Mais l'affaire ne se résumait pas à un seul coupable, car autour d'Henri, le silence collectif avait joué son rôle. La gouvernante avait fui, Élisabeth s'était tue, la mère avait dissimulé. Chacun avait choisi l'ombre, par peur, par loyauté, par lâcheté. Le véritable meurtre d'Henri n'était pas seulement physique.
c'était une conjuration du silence, un pacte muet où le secret avait plus de valeur que la justice. Et c'est ce silence lourd, cimenté dans les murs, qui avait permis au crime de survivre 3 décennies. Les juges instruisirent un procès symbolique, car l'âge et l'état de santé de Charles rendaient improbable une condamnation effective. Mais au-delà du tribunal, c'est la mémoire collective qui se transforma. L'affaire devint un miroir des dynasties européennes, ces familles puissantes capables de sacrifier un héritier pour préserver un ordre ancien. Dans les journaux, philosophes et historiens se mêlèrent aux chroniqueurs judiciaires, analysant l'affaire Villeneuve comme une métaphore des secrets familiaux enfouis, du poids des traditions et de la fragilité de l'individu face au clan. La maison fut classée site d'intérêt patrimonial, non pour son architecture, mais pour ce qu'elle représentait. Une tombe de chair et de pierre, un mausolée du silence. Les visiteurs affluaient, fascinés par cette atmosphère lugubre où un piano, désormais exposé sous verre, trônait comme un reliquaire. On pouvait encore y voir, dans une vitrine, l'enveloppe jaunie, la lettre tachée, témoignage fragile d'un cri étouffé. Le guide chuchotait. Il a fallu 30 ans pour que la maison accepte de parler. Pourtant, au cœur de cette révélation, une question demeurait ouverte, obsédante. Pourquoi Henri n'avait-il pas écrit ce nom, ce dernier mot qui aurait désigné clairement son bourreau? Était-il interrompu? Avait-il volontairement choisi de laisser planer le doute, sachant que la vérité viendrait d'ailleurs? Était-ce une ultime ironie, un refus d'accorder au coupable la satisfaction d'être nommé? Ce vide, ce silence dans la lettre, continuait d'agiter les consciences comme une énigme métaphysique. Dans ce blanc, chacun projetait ses peurs, ses soupçons, ses fantômes. Les enquêteurs, eux, poursuivaient encore, car si la mort d'Henri semblait désormais éclaircie, les ramifications financières restaient obscures. Les carnets comptables, les réseaux de Genève, les transferts d'argent n'avaient pas livré tous leurs secrets. Peut-être Henri n'était-il pas seulement victime d'un oncle cupide, mais aussi d'un engrenage plus vaste, où la famille n'avait été qu'un maillon. Comme dans toutes les grandes affaires, la vérité n'est jamais pure, elle se mêle de boue et de clair-obscur. Et dans ce labyrinthe, Henri restait une silhouette, figée entre la lumière et l'ombre, entre l'innocence et la tragédie. Le procès de l'oncle Charles, même s'il ne mena pas à une véritable condamnation pénale en raison de son âge et de son état de santé, ouvrit une brèche immense dans le récit officiel de la famille Villeneuve. Dans la salle d'audience, l'air était lourd, saturé de murmures et d'attentes. La présence de la chevalière, exposée sous scellé, de la lettre tachée et des fragments d'os, formait une scène presque rituelle, comme si l'on assistait à la convocation d'un fantôme. Charles, impassible, se tenait là, vieillard frêle. Mais derrière ses yeux voilés subsistait une lueur de défi, comme si, même au seuil de la mort, il refusait d'offrir à la justice la satisfaction d'un aveu clair. Le silence qu'il maintenait résonnait plus fort qu'une confession. Les plaidoiries évoquèrent une rivalité fratricide, des ambitions dévorantes, un système familial où l'argent et le prestige pesaient plus que le sang. Les avocats décrivirent Henri comme une victime sacrificielle, un héritier devenu obstacle à ceux qui convoitaient de la fortune. Mais ce qui glaça la salle fut la lecture à voix haute de la lettre retrouvée dans le piano. Les mots d'Henri, résonnant après 30 ans d'ombre, semblèrent faire vaciller les murs. « Si tu lis ces mots, c'est que je n'ai pas réussi à m'échapper. Ils savent. Ne fais confiance à personne, surtout pas à... » Le silence laissé par l'absence du dernier mot fit frissonner l'assemblée. Comme si Henri, depuis l'au-delà, continuait de hanter les vivants par ce vide abyssal. En parallèle, les enquêteurs poursuivaient les pistes financières. Les archives bancaires exhumées de Genève révélaient un enchevêtrement complexe de comptes numérotés, de transferts croisés et de sociétés écrans. Les noms de certaines banques, disparues depuis les années 90, apparaissaient en filigrane, reliés à des réseaux criminels d'Europe de l'Est. L'hypothèse se renforçait. Henri avait découvert une machinerie de blanchiment où les domaines Villeneuve servaient de façade. Peut-être avait-il voulu dénoncer ou se retirer, ce qui aurait scellé son destin. Dans cette toile, l'oncle Charles n'était pas seulement un rival, mais un rouage d'un système plus vaste où la cupidité familiale croisait la criminalité transnationale. Un témoignage inédit surgit alors, celui d'un ancien chauffeur de la famille qui, à l'époque, n'avait jamais osé parler. Vieillissant, rongé par les remords, il déclara avoir entendu, la veille de la disparition, une violente dispute entre Henri et Charles dans le bureau. Les éclats de voix résonnaient dans le couloir. « Tu ne comprendras jamais que certaines vérités ne doivent pas être dites. »
puis un bruit sourd, un fracas et le silence. Le chauffeur, pétrifié, n'avait pas osé entrer. Le lendemain, Henri n'était plus là. Ce témoignage, bien que tardif, traçait la ligne d'un drame joué dans l'intimité des murs, étouffé avant même que l'écho ne franchisse les fenêtres. La demeure, désormais transformée en théâtre d'investigation permanente, continuait de livrer des fragments. Dans une malle oubliée au grenier, des photographies jaunies furent découvertes. On y voyait Henri enfant, assis devant le piano, son regard fixé sur l'objectif avec une intensité étrange, presque prophétique. À côté de lui, son oncle Charles posait la main sur son épaule, sourire crispé. Ces images, banales en apparence, devinrent obsédantes lorsqu'on les plaça à côté de la lettre retrouvée. L'instrument, l'ombre de l'oncle, la peur de l'héritier. Comme si toute l'histoire avait déjà été contenue dans ces clichés silencieux. La presse internationale s'empara du récit. Des documentaires, des podcasts, des émissions spéciales se succédèrent. Le mystère Villeneuve devenait un cas d'école, une tragédie familiale au parfum de tragédie grecque, où les murs eux-mêmes avaient comploté pour étouffer la vérité. Mais au milieu du tumulte médiatique, une voix plus discrète s'éleva, celle de la sœur, Élisabeth. Dans une interview rare, elle déclara d'une voix brisée « J'ai toujours su. Pas les détails, pas la manière, mais j'ai senti le mal rôder dans la maison. Henri voulait s'échapper. Moi, je n'ai jamais eu ce courage. » Ces mots révélèrent de la culpabilité muette de ceux qui survivent, prisonniers d'un secret qu'ils n'ont pas su briser. Les juges, au terme du procès, prononcèrent un verdict symbolique. Reconnaissance de la responsabilité morale de Charles dans la mort de son neveu, mais sans peine effective. L'homme, trop âgé, fut placé en maison médicalisée. Le clan Villeneuve, lui, fut brisé à jamais. Le domaine viticole fut vendu, la demeure transformée en musée macabre et l'héritage dispersé. Ce qui subsistait, c'était la légende noire d'un héritier englouti par le silence de ses proches. Mais pour les enquêteurs, une interrogation restait en suspens. Dans les carnets comptables, une série de chiffres répétés attira l'attention. Une suite récurrente, semblant codée, revenait comme un leitmotiv. 11, 88, 23. Après vérification, on découvrit qu'il s'agissait d'une date et d'une heure précise, le 23 novembre 1988, 11 heures. L'instant même où Henri avait rendez-vous avec un banquier à Genève. Rendez-vous auquel il ne s'était jamais présenté. Était-ce là le moment où son destin avait basculé, où ses ennemis avaient décidé qu'il ne franchirait jamais plus le portail familial? Cette coïncidence renforça l'idée que sa mort avait été préméditée dans les moindres détails. Le mystère du dernier mot manquant, lui, demeurait l'énigme centrale. Les graphologues étudièrent la lettre, observant la pression du stylo, l'inclinaison de l'écriture. Ils conclurent qu'Henri avait été interrompu brutalement en l'écrivant. Un bruit, une porte, une présence l'auraient empêché de terminer. Ce qui signifiait que le coupable ou son complice se trouvait dans la maison au moment même où il gravait ses derniers mots sur le papier. Cette idée glaçante renforça la dimension théâtrale de la tragédie. Henri, piégé, tentant de crier dans le silence, interrompu par celui ou ceux qui allaient l'ensevelir. À ce stade, l'affaire dépassait le cadre judiciaire. Elle devenait un mythe moderne, une parabole sur le poids des secrets familiaux, sur la violence de l'héritage et la fragilité de la vérité. Henri, l'héritier disparu, était ressuscité non comme une victime ordinaire, mais comme le symbole de toutes les voix étouffées derrière les façades respectables. Et le piano, instrument de musique devenu coffre funéraire, se transformait en icône, rappel cruel que la vérité sommeille, parfois sous les doigts immobiles des touches noires et blanches. Lorsque la poussière du procès retomba, la France entière semblait partagée entre fascination et malaise. D'un côté, le soulagement d'avoir enfin trouvé une vérité matérielle après 3 décennies d'attente. De l'autre, l'impression que quelque chose demeurait irrésolu, comme si la maison des Villeneuve conservait encore un secret dans ses pierres. Les visiteurs affluaient, journalistes, curieux, étudiants en criminologie, attirés par cette demeure devenue sanctuaire du mystère. Chaque pas dans le couloir, chaque craquement de parquet semblait rappeler la voix absente d'Henri. Les guides montraient le piano derrière sa vitre blindée, l'enveloppe jaunie exposée comme une relique sacrée. Mais dans les regards, une question restait vive. Qui se cachait derrière ce « surtout pas à » interrompu? Les enquêteurs,
Insatisfaits par le verdict symbolique contre Charles, continuèrent à fouiller. Ils analysèrent les carnets financiers comme on déchiffre un grimoire, cherchant des patterns invisibles. Un détail retint leur attention. Certaines transactions, effectuées peu avant la disparition, aboutissaient à une société écran enregistrée au Luxembourg, société dont la représentante légale n'était autre que la mère d'Henri. Cette révélation bouleversa les certitudes. La matriarche, que l'on croyait spectatrice silencieuse, était-elle au contraire l'architecte caché de cette toile? Décédée depuis 2005, elle ne pouvait plus répondre. Mais son ombre ressurgissait, donnant à l'affaire une dimension encore plus funeste. Et si Henri avait été trahi non seulement par son oncle, mais par sa propre mère, les historiens de la famille, consultés par la presse, rappelaient la figure de cette femme imposante, héritière d'une autre lignée, éduquée dans l'idée que la survie du nom comptait plus que l'existence d'un individu. On la décrivait comme glaciale, stratège, toujours en retrait, mais jamais absente. Si elle avait jugé qu'Henri, par son désir de transparence, risquait de mettre en péril le patrimoine, aurait-elle accepté son sacrifice? Le sang appelant le sang, comme le fragment de lettre anonyme brûlé par Henri. Cette hypothèse glaçante redonna une intensité dramatique à l'affaire. Henri n'était pas seulement victime d'une rivalité, il était peut-être l'agneau offert par la mère elle-même pour sauver l'édifice familial. Dans les archives notariales, on découvrit un autre indice, un testament rédigé par le père d'Henri peu avant sa mort, qui stipulait que l'héritage reviendrait intégralement à son fils. Or, si Henri disparaissait sans descendance, l'ensemble des biens revenait à l'épouse, puis aux collatéraux. La mécanique successorale prenait alors des allures de piège. La disparition d'Henri profitait directement à sa mère et, à terme, à Charles. Cette convergence d'intérêts, soulignée par les procureurs, tissait une toile serrée où la cupidité familiale paraissait avoir étouffé toute notion d'amour filial. Élisabeth, dans une seconde interview, éclata en sanglots. Elle confia avoir surpris, à l'époque, une conversation chuchotée entre sa mère et Charles dans le jardin d'hiver. Les mots exacts lui échappaient, mais elle avait saisi une phrase. « Il ne doit pas parler, nous ne pouvons pas nous le permettre. » Terrifiée, elle s'était murée dans le silence, convaincue qu'elle ne survivrait pas si elle brisait l'omerta. Son aveu tardif, déchirant, confirmait ce que beaucoup soupçonnaient. La maison n'était pas seulement le théâtre d'un crime, mais le fruit d'une conspiration familiale, où chacun avait tenu son rôle par action ou par omission. Pour les enquêteurs, la lettre d'Henri devenait alors un testament moral. En écrivant « Ne fais confiance à personne », il désignait peut-être toute sa lignée, non pas un individu précis, mais la logique même d'un clan qui dévorait ses enfants pour se maintenir. Le blanc laissé à la fin de la phrase était moins une absence qu'une condamnation collective. Et ce vide, cette faille volontaire ou forcée, résonnait comme la véritable malédiction des Villeneuve. Ne jamais pouvoir nommer, et donc condamner, celui ou celle qui tenait le poignard. Les experts en criminologie parlèrent de homicide par clan, un phénomène rare mais documenté, où les familles puissantes choisissent de sacrifier l'un des leurs pour préserver l'ensemble. Dans l'histoire, on retrouvait des parallèles. Les Médicis éliminant des héritiers gênants, certaines dynasties russes effaçant les enfants suspects de trahison, ou encore des lignées aristocratiques anglaises enfermant à vie ceux dont la folie menaçait l'honneur du nom. Henri, en 1998, avait été victime d'une logique archaïque, ressurgie dans une France moderne qui croyait avoir dépassé ses drames de palais. L'opinion publique se divisa. Certains voyaient en Henri une figure tragique, un martyr moderne. D'autres accusaient les enquêteurs de reconstruire trop tard une vérité impossible à prouver, condamnant des morts et des vieillards sans défense. Mais dans l'imaginaire collectif, l'affaire Villeneuve devint une parabole. La richesse et le pouvoir ne protègent pas de la violence. Ils la transforment, la rendent silencieuse, sophistiquée, presque invisible. La demeure, désormais musée, attira des cinéastes, des écrivains, des philosophes. On tournait des documentaires dans ses couloirs, on écrivait des essais sur le crime aristocratique, on comparait le piano à un cercueil de verre. Le son des touches, quand on les effleurait, produisait une dissonance étrange, comme si l'instrument refusait de redevenir simple musique après avoir porté le poids d'un secret. Des visiteurs affirmaient ressentir une présence comme si Henri lui-même errait encore entre les murs, demandant que son dernier mot soit enfin écrit. Les enquêteurs, eux, ne renoncèrent pas. Ils cherchèrent encore dans les archives genevoises
persuadé qu'un document oublié pouvait relier définitivement la famille au réseau de blanchiment. Dans une cave poussiéreuse d'une ancienne banque liquidée dans les années 90, ils mirent la main sur des boîtes d'archives jamais ouvertes. Et parmi elles, un contrat signé de la main d'Henri, stipulant son refus d'engager les domaines viticoles dans une société écran. Le document portait en marge une annotation rageuse. « C'est fini ». Cette trace écrite confirmait l'hypothèse. Henri avait dit non, et ce non avait scellé sa perte. Au fond, l'affaire Villeneuve n'était pas seulement l'histoire d'un héritier assassiné, mais celle d'un homme qui avait tenté de rompre la chaîne de corruption familiale. Son geste, minuscule mais ferme, avait suffi à déclencher l'orage. Il n'était pas tombé pour un caprice d'oncle ou une rivalité d'héritage, mais pour avoir voulu imposer une ligne morale là où régnait depuis toujours le silence et le compromis. Cette dimension transforma sa mémoire. Henri devint le symbole de l'individu qui se dresse contre le clan et qui paie de sa vie son insoumission. Les révélations de Genève résonnaient comme un coup de tonnerre final. Henri avait refusé de vendre son héritage moral et ce refus, inscrit noir sur blanc sur un simple contrat, avait scellé sa condamnation. Pour les enquêteurs, il ne faisait désormais plus de doute que l'héritier avait été sacrifié parce qu'il avait choisi la vérité là où le clan exigeait le silence. Le piano, la lettre, la chevalière, les ossements murés derrière une bibliothèque, tous ces fragments composaient une tragédie moderne dont chaque symbole semblait écrit pour hanter les consciences. Mais l'histoire, loin d'être close, continuait de livrer ses échos à mesure qu'on avançait dans les archives. Dans les sous-sols d'un ancien cabinet d'avocats lié à la famille, une découverte inattendue fit trembler l'enquête. Une cassette audio poussiéreuse, étiquetée 4h08. À première écoute, des bruits parasites, des voix étouffées, puis une conversation reconnaissable. La voix d'Henri, calme mais tendue, disait « Je ne peux pas cautionner cela, je préfère tout perdre plutôt que de participer. » Une autre voix, grave, autoritaire, répondait « Tu ne comprends pas les règles. Ici, ce n'est pas une question de choix, c'est une question de survie. » L'expertise confirma plus tard qu'il s'agissait de Charles. La bande, malgré sa qualité médiocre, devenait une preuve supplémentaire de la pression subie par Henri un instant figé de son affrontement avec le clan. Ce nouvel élément renforça la dimension quasi mythologique de l'affaire. Henri apparaissait comme un personnage de tragédie grecque, seul contre tous, lucide mais condamné. Les chroniqueurs judiciaires parlaient de « dernier combat enregistré », un cri capturé par hasard, comme une prophétie sonore. La cassette rejoignit le piano, et la lettre dans la collection des pièces exposées au musée. Les visiteurs, casques sur les oreilles, pouvaient entendre la voix de l'héritier défier l'ombre de son oncle. Beaucoup sortaient bouleversés, comme si ce timbre fragile, revenu des profondeurs du temps, continuait d'appeler à la justice. Dans la sphère publique, l'affaire Villeneuve devint un sujet de débats philosophiques et politiques. On s'interrogeait, jusqu'où l'individu peut-il résister à la logique d'un clan ? Que vaut la vérité lorsqu'elle menace la survie d'une dynastie ? Des sociologues expliquaient que cette histoire illustrait la persistance des structures féodales sous un vernis moderne, où le sang et le silence gouvernent encore, même à la fin du XXe siècle. Certains voyaient en Henri un martyr, d'autres un idéaliste naïf. Mais tous reconnaissaient que son geste, refuser de signer, cacher une lettre, se dresser contre sa propre mère et son oncle, avait fissuré un système séculaire. Élisabeth, de plus en plus présente dans les médias, devint à sa manière la gardienne de la mémoire de son frère. Elle organisa des conférences, participa à des documentaires et déclara un jour cette phrase restée célèbre. « Henri n'est pas mort pour rien. Sa voix nous oblige à regarder en face nos propres silences. » Ces paroles résonnaient au-delà de l'affaire, touchant des familles ordinaires, rappelant que chaque secret tue un peu, même sans meurtre. Les lettres des spectateurs affluaient, certains révélant à leur tour des vérités longtemps tues. L'histoire d'Henri déclenchait un effet cathartique, libérant d'autres mémoires étouffées. Mais dans l'ombre, les enquêteurs poursuivaient encore, obsédés par une question. Qui, précisément, avait tenu la main qui avait ôté la vie à Henri ? Était-ce Charles, affaibli mais cupide ? Était-ce la mère, calculatrice et implacable ? Était-ce un complice extérieur engagé pour exécuter l'acte et laisser à la famille la dignité du silence ? Les ossements, trop anciens, ne permettaient pas de préciser la cause exacte de la mort. Étranglement, coup, empoisonnement, le mystère demeurait. Et c'était peut-être là la dernière ironie. Henri, malgré toutes les révélations, resterait pour toujours une silhouette inachevée,
sa mort enveloppée d'ombre. La maison elle-même semblait refuser de livrer ce dernier secret. Chaque tentative de fouille complémentaire, chaque sondage des murs ou des caves ne donnait plus rien, comme si le lieu avait choisi ce qu'il acceptait de révéler et ce qu'il emporterait à jamais. Le parquet grinçait, les portraits fixaient les enquêteurs de leurs yeux vides, les miroirs ternis semblaient absorber les questions sans jamais les refléter. Le musée devint un espace de pèlerinage, mais aussi de frustration. On venait chercher des réponses, et on repartait avec davantage de questions. Pour les magistrats, l'affaire fut officiellement close après la découverte de la cassette, la version finale retenue par la justice. Henri de Villeneuve, héritier légitime, fut victime d'un complot familial orchestré par son oncle et couvert par sa mère, afin de préserver des intérêts financiers liés à des réseaux criminels internationaux. Son corps fut dissimulé dans la maison, son souvenir effacé par le silence, jusqu'à ce que le hasard, en 2019, décide de réveiller le passé. Mais cette conclusion judiciaire n'apaisa pas les esprits. Elle laissait derrière elle un gouffre moral. Comment une famille, symbole de respectabilité, pouvait-elle sacrifier son propre fils sur l'autel de l'argent ? Les philosophes, citant Sophocle ou Shakespeare, comparèrent Henri à Antigone ou Hamlet, figure de l'individu écrasé par des logiques supérieures. Son piano devint un symbole universel, l'instrument de l'enfance transformé en coffre funéraire, la musique muette remplaçant la vérité étouffée. Dans les écoles, on commença à étudier l'affaire comme un cas de conscience, un récit exemplaire sur la valeur du courage face au poids du silence. L'héritier disparu devenait ainsi une figure culturelle, bien au-delà du fait divers initial. Mais certains, plus sceptiques, rappelaient que beaucoup de zones d'ombre subsistaient. Pourquoi la lettre avait-elle été glissée précisément dans le piano et non cachée ailleurs ? Pourquoi Henri n'avait-il pas tenté une fuite plus radicale, en livrant directement ses preuves à la presse ou aux autorités ? Était-il trop confiant, trop lié à sa maison pour l'abandonner, ou bien y avait-il une part d'ambiguïté dans sa démarche, une hésitation entre loyauté et rébellion ? Ces doutes nourrissaient encore l'énigme, donnant à Henri une épaisseur tragique, celle d'un homme pris dans une toile dont il ne pouvait s'extraire, hésitant jusqu'au bout entre dénoncer et protéger. Dans les dernières semaines de l'enquête, un détail surgit qui glaça les enquêteurs. En reconstituant les correspondances familiales, ils tombèrent sur une carte postale envoyée par Henri à un ami de jeunesse, quelques jours avant sa disparition. La carte représentait une scène bucolique, un vignoble ensoleillé. Au dos, une phrase sibylline. « La maison chante faux ». Ce message, resté incompris pendant 30 ans, prenait alors tout son sens. Henri savait. Il savait que derrière les façades, les murs jouaient une mélodie mensongère, dissonante. Sa disparition n'était pas un hasard, mais l'aboutissement d'une partition funèbre écrite par les siens. La carte postale où Henri écrivait « La maison chante faux » devint l'un des objets les plus scrutés de l'enquête. On la plaça sous verre, on analysa chaque fibre du papier, chaque trace d'encre, chaque pression du stylo. Elle ne contenait rien d'autre qu'une image de vignoble, et cette phrase courte, mais elle résonnait comme un ultime éclat de lucidité. La maison, symbole d'harmonie et de musique, ne produisait plus que des fausses notes, des accords dissonants qui annonçaient la tragédie. Les enquêteurs, frappés par la cohérence entre cette métaphore et la lettre retrouvée dans le piano, y virent le testament poétique d'un homme qui, avant d'être assassiné, avait déjà compris qu'il était prisonnier d'une symphonie mortelle. À mesure que ces fragments s'accumulaient, l'affaire Villeneuve dépassait définitivement le cadre judiciaire pour entrer dans la légende. Des écrivains publièrent des romans inspirés du drame, des réalisateurs proposèrent des scénarios de films, des metteurs en scène transposèrent la tragédie sur les planches. Chaque interprétation ajoutait une couche de sens, mais au cœur de toutes restait la même silhouette. Celle d'Henri, héritier disparu, muré par les siens, dont la voix parvenait à travers le temps par quelques phrases interrompues. Le public voyait en lui un miroir de ses propres silences, de ses vérités refoulées. Pourtant, derrière le tumulte culturel, les enquêteurs poursuivaient en silence, hantés par l'idée qu'une pièce manquait encore au puzzle. Ils se demandèrent, si Henri avait eu le temps de cacher une lettre dans le piano, pourquoi n'aurait-il pas laissé d'autres messages ailleurs ? Ils revinrent fouiller la maison, avec une minutie renouvelée. Dans un double fond d'armoire, ils découvrirent une petite boîte en bois, oubliée. À l'intérieur, des partitions de piano annotées de la main d'Henri. Entre les notes, de minuscules inscriptions en marge. Mensonge, danger, écoute le silence.
Ces mots éparpillés formaient une sorte de code, comme si Henri avait utilisé la musique pour crier son désespoir. Les graphologues confirmèrent que l'écriture était la sienne. On y voyait une main pressée, nerveuse, comme celle d'un homme traqué. Ces partitions transformaient le drame en opéra. L'héritier écrivait sa souffrance à même la portée musicale, laissant à ses descendants un chant muet qu'on pouvait lire mais non entendre. Pour les enquêteurs, c'était la preuve supplémentaire que Henri avait pressenti sa fin. Mais pour les visiteurs du musée, c'était une expérience bouleversante. Contempler une partition où chaque silence, chaque annotation devenait une note de sa dernière confession. Dans la presse, une nouvelle hypothèse fit surface. Et si Henri avait volontairement accepté son destin, préférant mourir plutôt que de trahir ses convictions? Certains voyaient dans ses écrits une résignation lucide, un choix de martyr. D'autres y lisaient une lutte désespérée, interrompue trop tôt. Le débat enflamma les plateaux de télévision, les tribunes des journaux. Mais une certitude demeurait. Henri avait voulu transmettre quelque chose, et la maison avait fini par tout livrer, morceau après morceau, comme si les murs eux-mêmes s'étaient lassés de porter un secret trop lourd. Pendant ce temps, Charles, enfermé dans sa maison médicalisée, vivait ses derniers jours dans un mutisme total. Aucun journaliste, aucun enquêteur ne put obtenir de lui un mot. Il regardait le vide, les lèvres serrées, refusant d'accorder à qui que ce soit le soulagement d'une vérité prononcée. Quand il mourut, quelques mois plus tard, son enterrement se déroula dans une indifférence glaciale. Aucune larme, aucun hommage. La presse titra « Le silence emporté dans la tombe ». Pour beaucoup, il emmenait avec lui la réponse à la question centrale. Qui avait porté le coup final? Élisabeth, désormais seule survivante du clan, devint la dernière mémoire vivante de l'affaire. Dans un entretien télévisé, elle déclara « Nous sommes tous coupables, pas seulement Charles, pas seulement ma mère, moi aussi, parce que je n'ai rien dit. Henri a payé pour nous tous. » Ces paroles résonnèrent comme une confession collective, un aveu d'impuissance et de lâcheté. Elle choisit ensuite de se retirer définitivement, vivant recluse dans une maison modeste, loin des projecteurs, comme pour expier la faute de toute une lignée. Les années passèrent, mais l'affaire Villeneuve continua d'obséder. Les criminologues la citaient dans leurs cours, les philosophes dans leurs essais. On y voyait une parabole universelle. La vérité, même enfouie, finit toujours par ressurgir, parfois trop tard, mais jamais totalement perdue. Le piano, exposé sous verre, attirait des foules silencieuses. Certains déposaient des fleurs, d'autres des lettres, comme si Henri était devenu un saint laïque, protecteur des voix étouffées. Dans ce musée, le silence prenait une densité particulière. Chacun écoutait, espérant entendre les notes qu'Henri n'avait jamais eu le temps de jouer. Mais un dernier rebondissement surgit, inattendu. Un journaliste d'investigation, en explorant des archives policières secondaires, retrouva un procès-verbal jamais exploité. Daté de décembre 1988, il mentionnait le témoignage d'un voisin affirmant avoir entendu, une nuit, des accords de piano résonner dans la maison Villeneuve, suivis d'un cri étouffé. À l'époque, ce témoignage avait été jugé insignifiant. Relu à la lumière des découvertes, il prenait une dimension spectrale. Était-ce Henri, jouant ses dernières notes avant d'être réduite au silence? Était-ce un message sonore, une ultime tentative de transformer sa mort en musique? Cette révélation ajouta une couche d'angoisse supplémentaire. La maison n'avait pas seulement été le tombeau, mais aussi la scène de sa dernière performance. Ainsi, l'affaire Villeneuve devenait un mythe total. Un homme sacrifié par son clan, une maison complice, un piano transformé en cercueil, une lettre interrompue, des partitions codées, un cri à peine entendu dans la nuit. Tout semblait écrire la dramaturgie parfaite d'une tragédie. Et pourtant, derrière le romanesque, il y avait une réalité brute. Un jeune homme de 32 ans, arraché à la vie parce qu'il avait refusé de se plier. Le temps passait, mais la tension restait intacte. Car malgré toutes les révélations, une part d'ombre demeurait, obstinée. La cause exacte de la mort, le geste fatal, l'identité du bras qui avait frappé restaient inconnus. Et c'est peut-être cela qui faisait de l'affaire un mythe plutôt qu'un simple fait divers. L'impossibilité d'atteindre une vérité totale, le vertige laissé par un blanc, par un mot inachevé, par un cri interrompu. Le musée de la maison Villeneuve attirait toujours des foules silencieuses, mais au fil des ans, il s'imposa comme un lieu de méditation plus que de curiosité. Les visiteurs ne venaient pas seulement pour contempler une relique criminelle, mais pour affronter le vertige d'un silence transmis de génération en génération. Ils s'arrêtaient devant le piano, immobile sous sa vitre blindée,
fixait l'enveloppe jaunie, écoutait au casque la voix tremblante d'Henri défiant son oncle. Puis il sortait, pensif, comme si chacun emportait un fragment de ce drame dans son propre cœur. La demeure avait cessé d'être la propriété d'une lignée. Elle appartenait désormais à la mémoire collective. Pourtant, dans l'ombre, l'affaire continuait de se transformer. Chaque nouvelle lecture, chaque nouvel article ou documentaire redonnait vie à Henri. Des universitaires analysaient la syntaxe de sa lettre, des musiciens jouaient ses partitions annotées, des philosophes discutaient de sa décision de dire non. L'héritier disparu était devenu un symbole universel, celui de l'homme qui, au cœur d'un clan tout-puissant, choisit la vérité au prix du sacrifice. Mais au-delà de cette image héroïque, subsistait la douleur brute d'un homme jeune, arraché à la vie par ceux qui auraient dû le protéger. Un soir d'automne, lors d'une conférence donnée dans le musée, un ancien enquêteur prit la parole. Sa voix, grave et émue, rappela une évidence. On ne saura jamais qui a porté le coup final, et c'est peut-être mieux ainsi, car l'affaire Villeneuve n'est pas l'histoire d'un seul assassin, mais d'un silence collectif. Henri n'a pas été tué par une main, mais par une maison entière. Ces mots figèrent de l'Assemblée. Ils contenaient la vérité nue. Ce crime n'avait pas de coupable unique, mais une complicité diffuse, invisible, qui dépassait la logique judiciaire. Ce constat donna à l'affaire une résonance presque métaphysique. On ne cherchait plus à désigner un bourreau, mais à comprendre la mécanique d'un clan qui sacrifie l'un des siens pour protéger son empire. Dans cette logique, chacun avait été complice. La mère par son ambition, l'oncle par sa cupidité, la sœur par son silence, la gouvernante par sa fuite, les voisins par leur indifférence. Et ce constat glaçant révélait quelque chose d'universel. Dans toutes les sociétés, des vérités sont étouffées, des innocents sacrifiés, non pas par des monstres isolés, mais par la lâcheté ordinaire de ceux qui se taisent. La phrase inachevée d'Henri, « surtout pas à », devint alors un symbole. Plutôt que de frustrer, elle incitait à réfléchir. Qui, dans nos propres vies, est ce « surtout pas à » auquel nous confions à tort notre confiance? Qui, dans nos familles, nos cercles, détient le pouvoir de trahir nos secrets? Le blanc de la lettre devenait un miroir tendu à chacun. En ne terminant pas sa phrase, Henri avait laissé à la postérité le soin de la compléter. Et chaque lecteur, chaque visiteur, inscrivait intérieurement son propre mot manquant. Les criminologues, eux, continuaient de creuser. Ils proposaient que le véritable héritage d'Henri n'était pas son sang, ni son nom, ni sa fortune, mais cette incomplétude qui forçait à penser. Dans leur cours, ils enseignaient que la vérité judiciaire cherche des coupables, mais que la vérité humaine cherche un sens. L'affaire Villeneuve, disait-il, n'a pas livré de coupable définitif, mais elle a offert une leçon. Le silence tue, et la vérité, même incomplète, finit toujours par ressurgir. Au fil des ans, des rumeurs étranges entourèrent la maison. Certains visiteurs prétendirent entendre, la nuit, des accords de piano résonner dans les couloirs, comme si Henri continuait de jouer sa partition inachevée. D'autres racontaient avoir vu, dans les miroirs ternis, une silhouette fugitive. Les responsables du musée démentaient, mais ces récits renforçaient l'aura spectrale du lieu. La demeure devenait plus qu'un musée, un mausolée hanté, où le passé refusait de mourir. La mort de Charles, dans le silence obstiné, renforça encore le mystère. Certains affirmèrent qu'il avait murmuré un mot sur son lit de mort, mais personne ne put le confirmer. La sœur Élisabeth, vieillissante, se retira définitivement du monde, laissant derrière elle une phrase gravée lors de sa dernière apparition publique. « Je n'ai pas su protéger mon frère, mais je peux protéger sa mémoire. » Après cela, elle ne parla plus jamais aux médias. Ainsi, la lignée Villeneuve s'éteignit lentement, consumée par son propre secret. Et pourtant, Henri continuait de vivre. Dans les salles de classe, dans les conférences, dans les pages de romans, dans les films inspirés de son drame. Sa figure rejoignait celle d'autres disparus tragiques, de Cesare Borgia à Hamlet, de l'enfant Romanov à l'archiduc assassiné. Tout symbole de destin brisé par la logique du pouvoir. Mais lui, Henri, avait laissé quelque chose en plus. Une lettre, une cassette, des partitions. Une voix fragile mais obstinée qui traversait encore le temps. À l'approche du 40e anniversaire de sa disparition, une grande cérémonie fut organisée. Dans le salon de la maison Villeneuve, devant le piano, un pianiste renommé joua les partitions annotées par Henri. Les notes, simples mais poignantes, emplirent la salle. Le public, figé, écouta en silence.
C'était comme si Henri, enfin, pouvait faire entendre la musique qu'on lui avait refusée. Les accords résonnaient comme une réconciliation posthume, une réponse à sa propre phrase inachevée. Quand la dernière note s'éteignit, il n'y eut pas d'applaudissements. Seulement un silence immense, lourd, respectueux, comme une prière muette. Ce soir-là, un écrivain présent résuma l'affaire d'une formule devenue célèbre. Henri n'a pas été tué pour ce qu'il avait fait, mais pour ce qu'il refusait de faire. Et c'est ce refus qui le rend immortel. Ces mots scellèrent la transformation définitive de l'affaire Villeneuve. Ce n'était plus un simple crime, mais une légende, un avertissement, une méditation sur le pouvoir du silence et la force fragile de la vérité. Ainsi s'achevait l'histoire. Dans une maison transformée en mausolée, un piano devenu cercueil de papier, une lettre interrompue devenue oracle, et la silhouette d'un héritier disparu qui, 30 ans après sa mort, continuait d'interroger les vivants. Le mystère demeurait, mais peut-être fallait-il qu'il demeure. Car sans ce blanc, sans ce mot manquant, sans ce cri inachevé, l'affaire Villeneuve ne serait qu'un dossier clos. Grâce à ce silence, elle est devenue bien plus, une énigme éternelle, un miroir tendu à tous ceux qui choisissent de se taire là où il faudrait parler. Et dans le cœur de chacun qui franchit encore les portes de la demeure, une phrase résonne obsédante comme un écho venu d'Henri lui-même. Ne fais confiance à personne, surtout pas à ceux qui exigent ton silence.